Il y a 30 millénaires, un être aussi humain que nous posa sa paume sur la paroi humide et rugueuse d'une grotte et souffla du pigment autour de ses doigts. Le contour resta fixé dans la roche, comme une signature sans lettres, annonçant que quelqu'un avait été là, avait vu le monde, goûté ses bienfaits et subi ses rigueurs. Ce geste simple, fruit d'une technique modeste, condense un message qui voyage intact à travers le temps. Appartenir. Ces personnes prirent part à un épisode fascinant de l'histoire humaine et, par conséquent, de la vie sur Terre. Elles furent les protagonistes d'un développement cognitif et culturel qui s'est accumulé pendant des milliers de générations jusqu'à déboucher sur le présent que nous vivons aujourd'hui. Mais à l'époque, les innovations techniques et les traces culturelles répondaient presque toujours aux défis d'une planète qui traversait la dernière grande ère glaciaire. La glaciation quaternaire débuta il y a 2 600 000 ans, en même temps que le Pléistocène, et fut une longue saison qui imposa une exigence drastique à l'évolution de tous les êtres vivants, spécialement des humains. À différents moments, 5 espèces ou plus de notre lignée coexistèrent sur Terre, certaines partageant les mêmes paysages, vallées et abris sous roches. Durant ce segment du temps eurent lieu les pas les plus importants de notre histoire biologique. Pour cette raison, dans cette vidéo, nous nous approcherons des autres humanités du Pléistocène. Nous ferons connaissance avec les petits Australopithecus, passerons par les singuliers Paranthropus et l'innovateur Homo erectus pour arriver jusqu'aux célèbres Néandertaliens. Nous tenterons de reconstruire comment ils vivaient, ce qu'ils mangeaient et pourquoi finalement ils disparurent. Puis, nous découvrirons les engrenages astronomiques et climatiques qui ont propulsé les cycles glaciaires et décrirons la géographie dynamique de l'âge de glace avec ses biomes perdus. Nous nous arrêterons sur la faune pléistocène et sur des animaux formidables avec lesquels nos ancêtres cohabitèrent et dont ils dépendaient pour se nourrir, se vêtir ou se protéger. Enfin, nous nous concentrerons sur la vie de notre espèce afin de comprendre comment tous ces éléments nous ont façonnés et de quelle manière ils continuent d'influencer ce que nous sommes aujourd'hui. Car l'âge de glace n'est pas aussi lointain qu'on le suppose parfois. Il vibre encore dans nos corps et dans nos cultures. Le début de la glaciation quaternaire apporta un nouvel ère. Durant cette période, l'eau des océans commença à recevoir moins de chaleur, ce qui fit diminuer les précipitations sur les continents. En conséquence, les forêts équatoriales commencèrent à se réduire, même dans les régions proches de l'équateur, remplacées par des savanes et des déserts qui progressaient sans frein. Certaines lignées animales disparurent et d'autres, mieux préparées à l'aridité, profitèrent des niches laissées vacantes. Sans aucun doute, l'un des genres qui s'en trouva probablement favorisé fut Australopithecus, un hominidé bipède habitué à la savane africaine. Ces premières espèces étaient apparues bien avant, il y a environ 4,5 millions d'années. Et non seulement elles survécurent au début de l'âge de glace, mais elles se diversifièrent et donnèrent naissance à 2 autres genres clés. Les Australopithecus se déplaçaient dressés, tout en conservant les pieds et mains adaptés à l'escalade. Leur squelette montre des membres aux proportions intermédiaires, des bras relativement longs par rapport aux jambes, ce qui suggère qu'ils passaient encore du temps dans les arbres à la recherche de nourriture et de sécurité nocturne. La taille de leur cerveau ne dépassait pas beaucoup celle du chimpanzé actuel. Les espèces les plus anciennes présentaient des volumes crâniens avoisinant 35% de celui de l'humain moderne. Les plus récentes, plus dérivées, montrent des cerveaux plus grands, proches de ceux des premières espèces du genre Homo. Australopithecus était omnivore. Il mangeait surtout des feuilles, des fruits et des racines, mais complétait son régime par de la viande quand l'occasion se présentait. Ils étaient davantage proies que chasseurs, incapables d'abattre de grands animaux. Ils pouvaient effaroucher des prédateurs en groupe et profiter des restes, une stratégie comparable à celle des hyènes. L'enfant de Taung, premier Australopithecus décrit, incarne le destin de beaucoup d'entre eux. Il mourut entre les griffes d'un rapace et fut emporté dans une grotte. Un destin sans aucun doute terrible, mais peut-être courant en ces temps-là. Donnez-nous votre avis dans les commentaires.
Il est possible que certaines espèces de ce genre aient utilisé des pierres et fabriqué des outils très simples, proches de ce qu'on appelle l'oldowayen, des cailloux tranchants capables d'écharner. Malgré tout, ils ne furent ni des artisans prolifiques, ni particulièrement raffinés. À partir de cette base omnivore émergèrent deux voies, la lignée Homo, à laquelle nous appartenons, qui s'orienta de plus en plus vers un régime riche en viande, et l'énigmatique Paranthropus, spécialisé dans les végétaux durs. Paranthropus, parfois surnommé Australopithèque robuste, persista plus d'1,5 million d'années au début du Pléistocène. Il avait un corps vigoureux et un crâne large, avec des mâchoires énormes et des dents monumentales mues par une musculature fixée à une crête sagittale, semblable à celle des gorilles mâles. Son visage arrondi et son appareil masticateur lui valurent le sobriquet de casse-noix. Cependant, les analyses d'isotopes stables révèlent un fait stupéfiant. Chez certaines espèces, plus de 70% du régime était constitué de graminées. Aucun primate actuel ne vit d'herbe de cette manière. Le parallèle moderne serait plutôt le cheval. Nous ne disposons pas de preuves directes de l'usage d'outils chez Paranthropus, mais si son ancêtre façonnait des pierres tranchantes, il ne serait pas étonnant que les robustes les aient eux aussi parfois employés. Leur histoire se termine il y a environ 1,2 million ans, partageant des époques et territoires avec Australopithecus et Homo. Il y a 2 millions d'années, avec déjà 600 000 ans d'âge de glace derrière, au moins 6 espèces différentes réparties en 3 genres coexistaient en Afrique. L'évolution humaine n'a pas formé une file ordonnée d'amélioration. Ce fut un buisson de branches, de croisements et de coexistence. Dans cet enchevêtrement apparaît Homo habilis, il y a environ 2,3 millions d'années. Un visage au bandeau dentaire plus discret, des canines de la taille des autres dents et une denture en arc, propre au genre, décrivent sa bouche. Avec quelques 650 cm3 de capacité crânienne, 1,30 m de hauteur et 40 kg, ce n'était pas un grand prédateur, mais bien un opportuniste habile. On lui associe la production d'industries lithiques oldowayennes qui perdura presque 1 million d'années en Afrique. C'étaient des outils simples mais efficaces, des tranchants pour retirer la viande, frapper les os et extraire la moelle nutritive. De là le qualificatif habilis, adroit. Pendant des décennies, on l'a cru le premier fabricant. Aujourd'hui, nous savons que la fabrication d'outils est plus ancienne que le genre Homo lui-même. Bien qu'il fût bipède, ses proportions, bras plus longs, jambes courtes, révèlent qu'il se sentait encore à l'aise dans les arbres, d'où il contemplait la savane. Une population isolée d'habilis donna naissance à Homo erectus, une espèce cruciale et longévive. Pendant près de 2 millions d'années, elle coexista à différents moments avec toutes les autres espèces du genre, preuve de son succès. Il était plus grand qu'habilis. D'une stature semblable à celle de l'humain actuel, il pouvait atteindre 1,80 m. Ses bras relativement courts et ses longues jambes témoignent d'une vie pleinement terrestre, ses pieds aussi. Son crâne conserve une forme allongée et un front très bas, avec des arcades sourcilières robustes. Ses cerveaux, toutefois, étaient nettement plus grands que ceux de tous les humains précédents. Nous attribuons à Homo erectus des innovations qui ont mis notre évolution sur de nouveaux rails. Maîtrise systématique du feu, il y a près d'1 million d'années, usage étendu de vêtements, construction d'abris et, surtout, industrie acheuléenne, avec des bifaces travaillées qui multiplièrent les possibilités de chasse et de traitement des proies. Grâce à ces outils et à une organisation sociale, ils purent devenir des chasseurs de mégafaunes, y compris les éléphants, à défense droite, déplaçant le cœur de leur régime vers la viande, un carburant essentiel pour des corps et des cerveaux volumineux. Ils ont probablement manié des formes complexes de communication, planifié des chasses et enseigné des techniques exigent plus que des cris. Peut-être inaugurèrent-ils des rituels précoces. Une autre prouesse fut leur expansion hors d'Afrique. Ils occupèrent de vastes zones d'Asie et du Proche-Orient et, de manière indirecte, via leurs descendants, atteignirent jusqu'à l'Océanie. Erectus est une catégorie très débattue. Elle recouvre une grande variation anatomique, temporelle et géographique, et de lui dérivent de multiples espèces.
Une descendante singulière est Homo floresiensis, l'homme de Florès, le hobbit bien réel. Il habita l'île de Florès, Indonésie, il y a 1,050 000 ans, jusqu'à ce qu'il succombe probablement à la rencontre avec notre espèce. Dans un scénario de nanisme insulaire, il réduisit sa taille jusqu'à celle d'un enfant de 4 ou 5 ans, environ 1 mètre de haut, sans perdre l'intelligence opératoire d'Erectus. Sa présence sur une île océanique signale une autre compétence, la navigation. Ils partagèrent le paysage avec des varans géants semblables aux dragons de Komodo, possibles prédateurs. L'espèce humaine la plus emblématique de l'âge de glace est peut-être le néandertalien. Il fut le premier à s'adapter au froid extrême. Bien que le nom « âge de glace » nous fasse imaginer un monde gelé, les tropiques restèrent chauds. C'est aux latitudes tempérées et élevées que le défi s'accentua. Originaires de l'Eurasie occidentale, les Néandertaliens habitèrent surtout l'Europe, où les hivers atteignaient moins 40 degrés Celsius. Parmi leurs adaptations biologiques se distinguent des corps trapus et des fosses nasales amples, avec des cornets développés pour réchauffer l'air. Culturellement, leur répertoire est large. La caricature du néandertalien empoté ne résiste pas aux preuves. Langage complexe, pratiques funéraires, art, stratégie de chasse fine et connaissance de l'environnement. Ils développèrent aussi l'industrie moustérienne, pointes fixées à des hampes, utiles pour abattre de grandes proies. Ils furent l'humanité la plus carnivore connue, des chasseurs capables d'affronter des mammouths et rhinocéros laineux. Leur organisation en petits groupes a pu limiter, en partie, l'accumulation d'innovations, un facteur crucial en milieux extrêmes. On a longtemps cru qu'Homo sapiens les avait remplacés par concurrence directe. L'image est aujourd'hui plus riche. Nous avons cohabité des dizaines de millénaires et nous nous sommes métissés. Toutes les populations humaines actuelles, sauf certaines d'Afrique subsaharienne qui ne sont pas sorties d'Afrique, conservent près de 3% d'ADN néandertalien, ce qui implique des croisements fréquents et prolongés. Avec leurs gènes et une part de leur culture, nous avons su nous installer dans des climats glaciaires. Les derniers néandertaliens vécurent il y a environ 40 000 ans. Quand on parle d'âge de glace, on imagine un globe recouvert de blanc. La réalité fut pourtant plus nuancée. La température moyenne globale était de 5 à 7 degrés Celsius inférieure à l'actuelle. Cela paraît peu, mais ces variations suffisent à reconfigurer les continents. Les pôles abritaient des calottes glaciaires étendues, les tropiques, non. À proprement parler, nous vivons encore une ère glaciaire, car la planète conserve des glaces permanentes aux 2 pôles. Au cours des 600 derniers millions d'années, la Terre a alterné 3 états climatiques relativement stables, hothouse, greenhouse et icehouse, que, pour plus de clarté, on peut appeler sauna, poêle et glaciaire. La majeure partie du temps, la planète se maintient en mode poêle, plus chaude et humide, avec des forêts largement réparties et des saisons douces. Mais la combinaison des mouvements orbitaux, de la tectonique et de la biologie peut la faire basculer vers des extrêmes, réchauffement étouffant ou refroidissements étendus. De tels changements coïncident souvent avec des crises biotiques et, à l'échelle géologique, sont brefs. Notre glaciaire a commencé il y a environ 2,6 millions d'années et se caractérise par des alternances entre phases glaciaires, glaces étendues, forêts contractées et mers jusqu'à 120 mètres en dessous du niveau actuel, et phases interglaciaires, retrait des glaces, expansion forestière et montée du niveau marin. Les glaciaires longues durent en moyenne 100 000 ans, avec des périodes d'avancée et de retrait, stades et interstades. Les interglaciaires, comme celui que nous vivons, amorcé il y a environ 12 000 ans après le dernier maximum glaciaire, il y a 26 000 ans, oscillent entre 10 000 et 50 000 ans. Qu'est-ce qui impulse ces oscillations? Il n'existe pas une cause unique, mais 3 mouvements orbitaux, connus sous le nom de cycle de Milankovitch, sont déterminants. L'excentricité modifie la forme de l'orbite, plus circulaire ou plus elliptique, selon des cycles d'environ 100 000 ans, altérant la différence entre périhélie et aphélie. Aujourd'hui, l'orbite est presque circulaire. Durant l'été austral, nous sommes à peine 7% plus près du Soleil.
L'obliquité change l'inclinaison de l'axe terrestre entre 22,5 degrés et 24,5 degrés. De petites variations aux effets importants sur l'intensité des saisons. La précession, quant à elle, fait décrire à l'axe un cône en environ 26 000 ans, inversant progressivement la synchronie des saisons entre hémisphères. La combinaison de ces mouvements modifie la distribution saisonnière du rayonnement solaire, favorisant ou entravant l'accumulation de glace. L'albédo, la fraction de lumière réfléchie par la surface, amplifie ou amortit les changements. L'océan sombre absorbe l'énergie. La neige et la glace la réfléchissent. Des étés doux dans l'hémisphère nord, où la masse continentale est plus importante, laissent davantage de glace en fin de saison, ce qui augmente encore la réflectivité et refroidit, permettant d'ensemencer des hivers plus étendus. Le processus inverse se produit avec des étés intenses qui exposent les océans, absorbent la chaleur et accélèrent à la fonte. Il existe évidemment des différences entre la glace marine et la glace continentale. La première est saisonnière et fragile, la seconde, cumulative et lourde. Lorsque la neige tombe sur Terre pendant des millénaires, elle se compacte et donne naissance à des glaciers épais de plusieurs kilomètres. Au Pléistocène, deux grandes calottes se distinguèrent, la Laurentide en Amérique du Nord et la Scandinavienne en Europe et au nord de l'Asie. Leur masse était telle qu'elle enfonçait la croûte terrestre de centaines de mètres, dépression isostatique, modifiant les fleuves et bassins. Les bords de ces glaces bloquaient des cours d'eau et formaient des lacs géants alimentés par des rivières barrées et des fontes estivales. Sur la glace nue, la vie était presque invivable, mais autour, elle prospérait. Les écosystèmes que nous identifions aujourd'hui comme toundra et taïga furent recouverts de glace durant de longues périodes. Cela repoussa vers le sud, dans l'hémisphère nord, des climats comparables à la toundra moderne où en été, l'énergie solaire disponible suffisait à maintenir une savane froide appelée steppe à mammouth, une mer de graminées qui nourrissait des troupeaux colossaux d'herbivores. Cette steppe s'étendait de l'Europe à la Béringie et franchissait vers l'Amérique du Nord. Avec des océans 120 mètres plus bas, les contours continentaux changèrent. Des ponts terrestres émergèrent là où l'eau recouvre aujourd'hui les fonds. La Béringie reliait l'Asie et l'Amérique et servit de corridor pour des animaux, et à un moment donné pour des humains. Un autre pont relia les îles britanniques au continent, le Doggerland, riche en faune et avec des signes d'occupation humaine sur sa marge méridionale. En Asie du Sud-Est, la Thaïlande, la Malaisie et l'Indonésie s'unirent en Sundaland. L'Australie, la Tasmanie et la Nouvelle-Guinée en Sahul. Cette géographie glaciaire explique par exemple la ligne de Wallace, une frontière biogéographique qui sépare précisément des faunes différentes de part et d'autre, reflet d'histoires évolutives isolées. Un autre phénomène cyclique, clé pour l'Afrique, est la période humide africaine, ou Sahara vert. Selon la position et la vigueur de la mousson, la région aujourd'hui désertique se transformait en savane, avec rivières, lacs et faune abondante. Les gravures rupestres du Sahara, avec bovins, girafes, hippopotames et éléphants, témoignent de ces paysages. Le dernier épisode humide dura environ 10 000 ans, entre 15 000 et 5 000 ans. De tels événements se sont répétés d'innombrables fois au cours des derniers millions d'années et se reproduiront. En Amérique du Sud, une planète plus froide et plus sèche réduisit et fragmenta la forêt amazonienne, qui céda de l'espace aux savanes du Cerrado. Les points chauds actuels de biodiversité coïncident souvent avec des refuges forestiers pléistocènes. Les zones moins diverses ne se sont reboisées que ces derniers millénaires. C'est pourquoi la déforestation actuelle implique des pertes écologiques difficiles à inverser à l'échelle humaine. Car le changement climatique a rebattu les écosystèmes de la planète. Certaines lignes ont disparu, d'autres ont prospéré. Parmi celles qui s'éteignirent peu après le début de la glaciaire quaternaire, figuraient les chalicotères, des périssodactyles à l'allure chimérique, quelque part entre cheval et gorille, qui utilisaient de longs bras munis de griffes pour tirer à eux des branches hautes. Exemple de l'extraordinaire diversité de l'expérimentation évolutive que l'âge de glace a réordonnée. Mais nulle part la mégafaune ne fut peut-être aussi extravagante qu'en Amérique du Sud.
Depuis l'extinction des dinosaures, l'Amérique du Sud vit comme un continent-île, plus proche biogéographiquement de l'Antarctique et de l'Australie que de l'hémisphère nord. L'ère des mammifères y produisit des lignées uniques, de même en Australie. La nature, néanmoins, n'a pas maintenu cet isolement. L'Antarctique s'est englacé, l'Australie est restée isolée et l'Amérique du Sud a fini par s'unir à l'Amérique du Nord par l'isthme de Panama il y a entre 5 et 3 millions d'années. Le grand échange biotique américain mêla des faunes autrefois séparées. En général, les nordistes s'en tirèrent mieux au sud, bien qu'il y ait eu pendant des millions d'années des allers-retours. Des oiseaux prédateurs du sud, les oiseaux de terreur, tels que les titanis, colonisèrent l'Amérique du Nord et, un temps, occupèrent la niche de superprédateurs. Incapables de voler, ils couraient vite. Ils faisaient tomber les proies avec des becs acérés et des griffes recourbées. Certains dépassaient 2 mètres. Pendant ce temps, les mammifères étaient les véritables vedettes. L'Amérique du Sud engendra 2 grands groupes absents ailleurs. Les xénartres, tatous, paresseux, fourmiliers, et les notongulés, aujourd'hui éteints. Les xénartres perdurèrent jusqu'à très récemment. Doedicurus, un tatou gigantesque, atteignait la taille d'une petite voiture, plus de 1500 kg, et portait une queue munie d'une massue épineuse, capable d'en faire un rival redoutable même pour de grands prédateurs. Les paresseux terrestres allaient de petites espèces à des colosses de la taille d'un éléphant, comme Megatherium, de plus de 6 tonnes et plus de 3 mètres de haut. Décrits tôt dans l'histoire de la paléontologie, ils furent au cœur de débats sur la réalité de l'extinction. Il est probable qu'ils disséminaient les graines de fruits de grande taille, comme les avocats et les cacaos, un service écologique dont nous dépendons aujourd'hui. Leur capacité à creuser étonne aussi. Ils laissèrent des réseaux de tunnels géants, paléotoca, dans le sud du Brésil, avec des marques de griffes et des restes fossilisés. Parmi les notongulés, Toxodon se distingue. Corps massif, pattes courtes et crâne singulier. Il vécut il y a environ 10 000 ans. Sa dentition à croissance continue rappelle celle des rongeurs, sans en être un. Et parlant de rongeurs, il y eut des géants comme Josepho artigasia, d'une demi-tonne. Du nord arrivèrent des gomphothères, parents des éléphants, comme Nociomastodon, de taille comparable à l'éléphant asiatique, et probablement à la vie sociale grégaire. En Amérique du Nord, de véritables mammouths comme le mammouth colombien, frôlant les 10 tonnes, prospérèrent. Ils partagèrent le paysage avec d'innombrables troupeaux de bisons, d'orignaux, de cerfs et des camélidés. Outre les lamas et alpagas andins, le continent abrita Camelops, un dromadaire nord-américain. Parmi les grands prédateurs nordistes, l'ours à face courte, Arctodus, se distinguait. Les mâles pouvaient atteindre 900 kg et se dresser à 3,4 mètres. Comme la plupart des ours, il était sans doute omnivore. Les fameux tigres à dents de sabre, du genre Smilodon, qui n'étaient ni des tigres ni proches des félins modernes, chassaient du sud au nord de l'Amérique. Avec des corps compacts, des antérieurs très puissants et des canines de plus de 20 cm, ils étaient adaptés pour maîtriser de grandes proies avec précision. Les dents de sabre n'étaient pas des tueurs infaillibles. Leur spécialisation les rendait sensibles aux fluctuations de taille et de comportement des proies. Ours à face courte et lions des cavernes dépendaient de paysages ouverts foisonnant de grands herbivores. À mesure que ces paysages se fragmentaient, leur population souffrait. En temps troublé, la plasticité l'emporte souvent sur la spécialisation. La leçon, encore une fois, est qu'il n'y a pas de ratés évolutifs, seulement des adaptations qui cessent d'être avantageuses lorsque l'échiquier change trop vite. De son côté, l'Eurasie présenta une faune vaste et, à bien des égards, partagée. En Méditerranée vivaient des lions, hyènes et hippopotames. La steppe à mammouth, étendue sur le nord et le centre de l'Asie, abritait l'iconique mammouth laineux, de la taille d'un éléphant asiatique, véritable ingénieur du paysage. Il abattait des arbres, remuait la neige, dispersait des graines. De petites oreilles, une graisse sous-cutanée et une double toison le protégeaient du froid. Ses défenses arquées servaient à écarter la neige et accéder aux racines.
les populations continentales disparurent entre il y a 10 000 et 8 000 ans. Une petite population persista sur l'île de Wrangel jusqu'il y a environ 4 000 ans, quand en Égypte, les pyramides étaient déjà anciennes. Le rhinocéros laineux du genre Elasmotherium illustre un cas curieux. On l'a longtemps dessiné avec une corne démesurée. Des indices récents suggèrent qu'il portait peut-être une structure plus bombée. Dans les forêts d'Asie du Sud-Est vivait le gigantesque Gigantopithecus, parent des orangs-outans, pouvant atteindre 3 mètres et plus de 600 kg, mangeur de bambous et de fruits, avec possible opportunisme carnivore. Il disparut il y a environ 300 000 ans. Sur le sous-continent indien vécut Paléoloxodon, un probostidien qui, selon certaines estimations, aurait pu dépasser 20 tonnes, rivalisant avec Paraceratherium pour le titre de plus grand mammifère terrestre. L'Afrique, berceau de la majorité des espèces humaines, souffrit moins de pertes de mégafaune au passage à l'Holocène. Elle conserve encore des éléphants, hippopotames, girafes, rhinocéros et grands primates. Cela dit, le paysage africain pléistocène compta des figures singulières comme Deinotherium, plus grand que les éléphants actuels, avec des défenses inférieures recourbées vers l'arrière dont la fonction reste débattue. Il survécut en Afrique jusqu'il y a près d'1 million d'années. À Madagascar, l'une des plus grandes îles, une faune extraordinaire s'épanouit et coexista avec des humains pendant des siècles. Le lémur géant Archaeoindris, éteint il y a moins de 3000 ans, et l'Aepyornis, ou vorombe, l'oiseau le plus lourd depuis les dinosaures, jusqu'à 730 kg et 3 mètres, disparu il y a à peine 1 millier d'années. L'Australie, isolée depuis bien plus longtemps, développa une mégafaune marsupiale sans équivalent. On y trouva le plus grand marsupial connu, Diprotodon, apparenté au wombat, plus lourd qu'un rhinocéros, peut-être grégaire et migrateur saisonnier. Il s'éteignit il y a environ 40 000 ans, avec une grande part de la mégafaune locale. Procoptodon, le kangourou géant à face courte, au museau plat et aux pieds quasiment monodactyles, a peut-être davantage couru que sauté en raison de sa masse. Il vécut jusqu'il y a environ 30 000 ans. Parmi les carnivores marsupiaux se distingua Thylacoleo, avec une morsure proportionnellement très puissante et des prémolaires en forme de ciseaux pour trancher la viande, en plus de griffes rétractiles et d'un pouce opposable. Fait surprenant, les plus grands superprédateurs australiens n'étaient pas des mammifères. Megalania, un varan géant, atteignait entre 5 et 7 mètres et pouvait dépasser 500 kg. En tant que reptile, il avait besoin de se nourrir peu fréquemment. Rôdait aussi Quankana, un crocodile terrestre de 5 à 6 mètres aux pattes longues placées sous le corps, une adaptation lui conférant une agilité inusitée pour un crocodilien. Tous deux disparurent, il y a environ 40 000 ans, peut-être après avoir croisé les premiers peuples du continent. La mégafaune pléistocène ne vivait pas dans de solitaires épopées, elle formait des guildes. Les grands herbivores, proboscidiens, rhinocéros laineux, chevaux, bisons, camélidés, étaient à la fois en compétition et complémentaires selon la hauteur du fourrage et les saisons. Leur migration, guidée par la neige, la glace et les moustiques estivaux, structurait le calendrier des prédateurs. Un troupeau de bisons ouvrait la neige avec poitrine et pattes. Derrière, les chevaux profitaient des tiges exposées. Les caribous suivaient des routes anciennes vers des landes balayées par le vent. Sur cette chorégraphie se greffaient les chasseurs, lions des cavernes, hyènes, loups, ours à face courte et félins à dents en cimeterre, qui privilégiaient les embuscades rapides et la maîtrise corporelle de la proie. L'ingénierie écologique des géants était tangible. Mammouths et mastodontes abattaient des arbres et maintenaient en mosaïque forêts et clairières. Leurs excréments nourrissaient bousiers et champignons. Leurs empreintes inondées créaient des mares où se reproduisaient des amphibiens. Sous les tropiques et les subtropiques, de nombreux fruits à grosses graines montrent des adaptations à des disperseurs aujourd'hui disparus. Paresseux terrestres, gomphothères. Pulpe charnue, coque dure, maturation prolongée. Certaines anachronies écologiques, actuelles, des plantes qui paraissent surdimensionnées pour leurs disperseurs vivants, pourraient être des échos de ces relations rompues.
Mais n'oublie pas de nous mettre un like et de t'abonner si tu veux continuer à en apprendre sur ces animaux. Par ailleurs, sur certaines îles, le nanisme et le gigantisme furent courants. À Flores, Homo floresiensis réduisit sa taille. À Wrangel, les mammouths se miniaturisèrent après l'isolement. À Madagascar, les lémuriens géants élargirent leur niche. Les îles éliminent des superprédateurs, limitent les ressources et sélectionnent d'autres économies corporelles. Rétrécir ou grandir peut rendre la vie moins coûteuse. Ce laboratoire naturel produisit des combinaisons qui nous paraissent invraisemblables. Oiseaux éléphants incapables de voler, proches de 3 mètres, rongeurs de la taille de veau, kangourous à face courte qui couraient plus qu'ils ne sautaient, et qui pourtant fonctionnèrent des millénaires. Mais quelle part de l'effondrement de la mégafaune à la fin du Pléistocène est due au climat, et quelle part à nous? La réponse change selon les régions. En Afrique, où les humains et grands animaux cohabitèrent plus longtemps, la perte fut moindre, les proies nous connaissaient, et les écosystèmes avaient déjà coévolué sous notre pression. En Australie et en Amérique, en revanche, l'arrivée humaine fut soudaine à l'échelle écologique. Les animaux n'avaient pas développé de comportement de fuite face à des prédateurs bipèdes dotés d'armes à distance. Là, la coïncidence temporelle entre colonisation et extinction est frappante. Néanmoins, le climat a ajouté sa part. Des changements rapides de végétation ont modifié les calendriers de reproduction et les routes migratoires. Une proie désynchronisée est une proie rare. Des coprolites de méga-herbivores, du pollen fossile et du charbon microscopique permettent de reconstruire incendies, régimes alimentaires et changements de couverture végétale. L'ADN environnemental, fragments génétiques conservés dans des sols gelés ou des sédiments de grottes, réécrit les chronologies. Il détecte des présences invisibles à l'œil fossile et nuance le camp des disparitions. Chaque nouveau carottage de glace, chaque nouvelle grotte échantillonnée ajoute des pièces au puzzle et oblige à recalibrer des récits trop simples. Les animaux furent une part essentielle de l'expérience humaine. Les connaître, c'est connaître les défis que nous avons affrontés. Les premiers grands progrès techniques naquirent à la chaleur de la chasse et du traitement des ressources animales. De la même façon qu'ils influencent notre destin, nous avons influencé le leur. L'être humain est une créature singulière, mais pas hors de la nature. Nous partageons avec d'autres animaux le soin de la progéniture, l'empathie, la coopération, l'usage d'outils et la communication complexe. Nous avons faim et soif, froid et chaud. Nous tombons malades et nous avons besoin les uns des autres. Avec des corps qui dépassent rarement 100 kg, nous appartenons, biologiquement parlant, à la mégafaune de l'âge de glace. Cet environnement nous a façonnés. Beaucoup de lignées humaines se sont éteintes, une a persisté. Nous ne savons pas avec une précision absolue où est apparu exactement l'Homo sapiens moderne. Il y a environ 300 000 ans, on trouve en Afrique de l'Est des humains indiscernables de nous, ni quelle fut notre espèce mère immédiate. Homo erectus est un solide candidat. Depuis lors, le plus notable a été la diversification des variantes locales au fil de notre dispersion. Nous restons une seule espèce. En témoigne notre interfécondité et l'échange culturel continu. Au cours de ce processus, il y eut hybridation avec les Néandertaliens et Denisoviens. Les populations sorties d'Afrique rencontrèrent d'autres humains et échangèrent non seulement des gènes, mais aussi des savoirs. De ces mélanges, nous avons hérité des adaptations et des traditions. L'idée d'une suprématie biologique des nôtres, ayant balayé les autres, est un mythe. Plutôt, de petites populations locales se sont diluées dans des vagues démographiques plus vastes. Nous sommes devenus des ingénieurs d'écosystèmes. Nous transformons le paysage de manière soutenue. Pendant la majeure partie de notre histoire, nous fûmes des chasseurs-cueilleurs maîtrisant le feu. Et cette combinaison nous conféra une plasticité écologique extraordinaire. Partout où nos populations grandissaient, la pression sur la faune augmentait. Pourtant, durant plus de 300 000 ans, nous avons occupé nos territoires avec des densités faibles, propres aux superprédateurs. Nous avons choisi rives, lacs et deltas. Jusqu'à aujourd'hui, nombre de villes héritent de cette préférence ancestrale. Il y a 74 000 ans,
L'éruption du Toba altéra le climat pendant des années. On a suggéré que cela nous avait presque anéantis et explique une chute de la diversité génétique, surtout hors d'Afrique. Des interprétations récentes privilégient une autre explication. Le effet fondateur de migration rapide il y a 70 000 et 60 000 ans, quand nous nous sommes étendus en Eurasie et en Océanie. Les côtes furent des routes de prédilection. Eau douce à proximité, coquillages et poissons complétèrent le régime, et le terrain lisse accélérait les déplacements. Beaucoup des premières occupations humaines côtières furent submergées quand la mer monta de 125 mètres à la fin du dernier glaciaire. Nous progressâmes aussi par de grandes plaines intérieures et des couloirs fluviaux. Les obstacles majeurs furent des déserts, chaînes de montagnes, forêts denses et mers. Mais nous avons appris à naviguer. Les ancêtres des Polynésiens ou des premiers Australiens franchirent vers le Sahul il y a plus de 50 000 ans. Durant des décennies, on a cru que la culture Clovis représentait les premiers Américains, arrivés par le corridor béringien il y a environ 13 000 ans. Aujourd'hui, des découvertes en Amérique du Sud suggèrent des présences bien plus anciennes. Des os de paresseux géants travaillés au centre du Brésil pointent vers 30 000 ans, et certaines peintures rupestres du nord-est brésilien pourraient avoir des âges similaires. Il est possible que l'Amérique du Nord ait été le dernier territoire colonisé de façon large. Quoi qu'il en soit, entre 40 000 et 30 000 ans, une profonde transformation culturelle s'accéléra. On a appelé cette période « révolution cognitive ». Notre monde symbolique s'est étendu, des technologies plus précises et des expressions artistiques complexes ont fleuri. La fabrication d'outils suppose planification, transmission intergénérationnelle et langage sophistiqué. Il est raisonnable de penser que, bien avant, des langues complexes existaient chez plusieurs humanités. Ce qui distingue cette révolution, c'est la densité et la visibilité du registre matériel. Armes, parures, sculptures, jouets, instruments de musique, vêtements, tentes, filets, et des objets dont la valeur n'était pas utilitaire mais symbolique. Les Vénus paléolithiques, petites figures féminines aux traits exagérés, étaient sculptées dans des matériaux parfois transportés de très loin. Nous investissions du temps et de l'effort pour les fabriquer et les porter lors des déplacements. Nous avons créé des mythologies, des doctrines morales, des structures politiques. Nous avons divisé le travail et le partage. Par le langage, nous avons inventé des concepts, des plus concrets aux plus abstraits, qui nous ont permis de coopérer à grande échelle. Dans cette expansion, les grandes populations eurent un avantage. Dans les petits groupes, la culture s'appauvrit facilement si des mécanismes robustes de transmission manquent. Les aînés, dépositaires du savoir, jouaient un rôle crucial. Dans des mondes où l'espérance de vie dépassait rarement 50 ans, il fallait apprendre énormément en peu de temps. Comment tanner et coudre des peaux? Comment tailler une pointe et la fixer? Quelles plantes soignent et lesquelles tuent? Où trouver de l'eau à chaque saison? Quels nuages annoncent l'orage et lesquels le beau temps? À un moment donné, le langage cessa de ne désigner que le présent et des choses visibles. Il se mit à parler de passé lointain, de futur possible et d'entités invisibles. Cette capacité d'abstraction nous souda et nous permit de nous sentir membres de collectifs étendus, clans, tribus, peuples, nations embryonnaires. Nous avons appris à nous organiser derrière des symboles qui mobilisent la coopération. Notre existence est devenue bioculturelle. La nature a façonné notre culture, et la culture, à son tour, a commencé à nous façonner et à remodeler des écosystèmes. Si nous endommageons la nature, ce n'est pas par impulsion aveugle, mais parce que nous nous organisons autour d'idées qui justifient ce dommage comme le prix du progrès. La preuve en est que de nombreuses sociétés ont prospéré en relative harmonie avec leur environnement et certaines, notamment des peuples autochtones, ont accru la biodiversité locale grâce à leurs pratiques. Entre il y a 40 000 et 10 000 ans, nous avons perfectionné des projectiles à longue portée, tels des saguets lancés au propulseur. Nous avons réduit les risques et augmenté l'efficacité. Et, peut-être ce qui a le plus influencé notre histoire affective, nous nous sommes associés aux loups. De cette alliance naquirent les chiens et, au passage, une domestication réciproque. En les soignant,
nous avons élargi notre empathie au-delà de l'espèce. Chiens et humains formèrent une équipe formidable, capable de pister, d'acculer et d'abattre des proies avec précision, de prévenir et de défendre aussi. En échange, les chiens obtenaient nourriture, feu et compagnie. À Solutré, France, on a trouvé des restes de plus de 100 000 chevaux au pied d'un escarpement, beaucoup avec des traces de découpe, indices de chasse où des groupes humains guidaient des troupeaux vers une falaise pour tirer au maximum parti de la viande, des peaux et des os. Nous comprenions les migrations, savions lire le terrain, anticipions les voies de fuite. Le respect spirituel pour les proies apparaît dans de nombreuses traditions. Tuer n'était pas un acte trivial. L'association avec des loups domestiqués multiplia l'efficacité de la chasse et de la veille. On ne sait pas si nous avons commencé par adopter des louveteaux orphelins ou si ce furent les loups les moins craintifs qui nous adoptèrent pour se nourrir de nos déchets. Quoi qu'il en soit, la sélection mutuelle favorisa des tempéraments coopératifs et une fine lecture des gestes. Nos rythmes circadiens s'accordèrent, oreilles à l'affût la nuit, courses coordonnées le jour, repos collectif à la chaleur du foyer. Outre les chiens, les chèvres et moutons furent très tôt intégrés à la sphère humaine, suivis par les bovins et suidés. Domestiqués, c'est coévoluer. Leurs cornes, leur docilité et leur cycle changèrent. Nos bactéries intestinales, notre exposition aux pathogènes et nos horaires changèrent aussi. Les champs ouvrirent des clairières permanentes, favorisant certaines plantes et en déplaçant d'autres. Les incendies contrôlés, outils paléolithiques, s'intégrèrent à l'agriculture comme gestion des sols et des mauvaises herbes. Notre régime alimentaire explique une grande part de notre réussite. Nous sommes des omnivores extrêmes. Nous ne sommes ni carnivores, ni herbivores. Nous mangeons une variété sans équivalent, de la mégafaune aux mollusques, insectes, champignons, racines, graines et fruits. Le feu et les ustensiles multiplièrent le répertoire des aliments comestibles. Conserver la viande exigeait de l'ingéniosité. La congeler à l'air libre en saison froide, la sécher, la fumer ou la confire dans la graisse. Beaucoup de ragoûts cuisaient lentement dans des récipients en argile, épaissis de graisse et de mélange de plantes. Cette énergie dense était vitale, en particulier pour les femmes enceintes et allaitantes, et servait de réserve pour les temps de pénurie. La cuisine et la médecine végétale se mêlaient probablement. Nous savions quoi infuser pour faire baisser la fièvre, quelles racines apaiseraient les douleurs, quelles écorces cicatrisaient. L'art fut, en plus d'une expression symbolique, une technologie pédagogique. Peindre des scènes de chasse, des empreintes, des silhouettes d'animaux et des signes géométriques aidait à enseigner, à se souvenir et à coordonner. Les pigments rouges provenaient d'oxyde de fer, ocre, mêlés à de la graisse, les noirs, de dioxyde de manganèse ou de charbon. Nous peignions avec les doigts, des pinceaux de poils ou de fibres, et nous aérosolions des pigments en soufflant à travers des canules osseuses, d'où l'abondance de mains en négatif. Loin d'être primitives, beaucoup de figures montrent précision et style individuel. Il y eut aussi de l'art pour dire adieu, des rituels funéraires avec vêtements ornés, breloques, colliers de dents, plumes, coquillages. La mode remplissait déjà des fonctions de signalisation sociale, rôle, accomplissement, étape de vie. L'ocre rouge apparaît tant dans les tombes que sur les parois, peut-être associé à la vie, au sang ou à la protection. Et là où il y a musique, il y a mémoire. Des flûtes en os attestent de chants et de rythmes qui aidaient à transmettre histoire et normes. Toujours est-il qu'entre 12 000 et 10 000 ans, la planète entra dans l'interglaciaire actuel. Durant cette transition, une vague globale d'extinction balaya une grande part de la mégafaune. Nous attribuons une partie de l'événement au changement climatique, mais ces mêmes animaux avaient survécu à des dizaines de pulsations antérieures. Nous attribuons une autre partie à la pression humaine, mais nous avons cohabité avec eux pendant des centaines de millénaires sans les éteindre. L'explication la plus plausible est interactive. Des changements environnementaux additionnés à l'expansion d'humains techniquement plus efficaces. À cette époque apparurent des établissements de plus en plus stables aux croissants fertiles, prélude de l'agriculture et de l'élevage. Ce ne fut pas un saut instantané. Pendant des siècles,
des sociétés semi-nomades construisirent de grands refuges saisonniers. Certaines cabanes dépassaient 25 mètres de diamètre et étaient élevées avec os et peaux de mammouth. On a identifié des structures avec restes de plus de 70 individus. Cependant, ces établissements n'étaient pas encore des villes. Les premières cités, situées sur des rives et des deltas eurasiatiques, fleurirent après la fin du dernier glaciaire. Bien que le climat se soit adouci, nous restons dans une ère glaciaire. Les glaces polaires persistent et le monde portait déjà une crise de biodiversité en marche quand nos sociétés complexes sont entrées en scène. Nous sommes, en un sens, les enfants d'une couche d'extinction qui a ouvert des niches à des généralistes versatiles comme nous. Sur une planète peuplée de plus géants, occupant toutes les niches, notre expansion aurait peut-être rencontré des barrières écologiques bien plus sévères. Ce qui est certain, c'est que nous n'avons pas disparu. Au contraire, nous sommes devenus une force géologique. Nos impacts sur les sols, les eaux et l'atmosphère font de nous des géo-ingénieurs. Nous devons toutefois apprendre à nous intégrer au cycle naturel avec des modèles de vie et d'économie respectant la circularité du système terrestre. Tant que nous ne mûrissons pas dans cette direction, un modèle linéaire d'extraction et de rejet continuera de se heurter à une planète cyclique, en plus de distribuer richesse et bien-être de façon inégale. Arrivés ici, l'objection surgit. Si nous sommes toujours dans une ère glaciaire, quel mal y aurait-il à réchauffer un peu la planète? Le problème est de sortir de la plage climatique que nous connaissons. L'humanité n'a jamais habité une terre en dehors d'une glaciation. Nous ignorons comment se comporterait un système climatique réorganisé dans une autre couche de stabilité. Un changement de régime pourrait déclencher des transitions brusques. Nous survivrions en tant qu'espèce, mais nos civilisations complexes pourraient en pâtir. La bonne nouvelle, c'est que nous avons encore le temps d'éviter les pires scénarios, et la transition énergétique s'accélère. Les technologies renouvelables gagnent en efficacité et, par pure économie, tendront à supplanter les combustibles fossiles. Ce que nous avons appris durant les phases glaciaires, coopérer, innover, nous adapter, reste d'actualité. Les innovations de l'âge de glace ont sélectionné la sociabilité, la coordination et un langage fin. Les preuves de guerre sont rares au Paléolithique supérieur. La coopération fut probablement une stratégie dominante. Ingéniosité, vie en commun et connaissance du comportement animal nous permirent de conquérir la planète. Si aujourd'hui nous sommes plus connectés et mieux équipés, nous avons des raisons de croire que nous surmonterons les défis climatiques et environnementaux du siècle. En fin de compte, nous sommes les enfants d'un monde sculpté par la glace et par nos réponses créatives. Lorsque quelqu'un a posé sa main dans la grotte et l'a cerclée de rouge, il a scellé un pacte à travers le temps, nous rappeler que nous faisons partie d'une chaîne. Il fut là, vécu et laissa une trace. Nous, en lisant cette marque, nous nous y reconnaissons. La glace a modelé la pierre a gardé l'empreinte. L'empreinte nous renvoie notre propre histoire, et avec elle, la responsabilité d'être à la hauteur de la lignée qui a survécu à l'âge de glace pour la raconter.